La Casamance est une terre que Dieu a faite avec soin. Les arbres y sont grands, verts, et ils gardent leur couleur toute l'année. Les rivières coulent doucement entre les villages de pêcheurs. Le matin, une brume légère pose son voile blanc sur l'eau. Les pirogues colorées dorment encore sur la plage à cette heure-là. Les femmes sortent tôt, les pagnes attachées haut sur la poitrine. Elles portent des bassines sur la tête et chantent à voix basse en marchant. Les enfants courent vers l'école avec leurs cahiers sous le bras. Les hommes préparent leurs filets pour la mer du jour. Le soleil se lève lentement derrière les cocotiers. Kafountine est un village de pêcheurs au bord de l'Atlantique. C'est un endroit beau, mais c'est aussi un endroit qui souffre en silence depuis longtemps. Ibrahima Badji a 22 ans. Tout le village l'appelle simplement Ibra. Il est grand, mince, avec un sourire qui illumine chaque visage autour de lui. Sa mère s'appelle Rokhaya. C'est une femme forte et douce à la fois. Son père, Abdoulaye, est mort en mer quand Ibra avait 12 ans. Depuis ce jour, Ibra est devenu le grand frère de 4 enfants. Il y a Mariama, Ousmane, Bintou et le petit Seydou qui n'a que 7 ans. Ibra pêche chaque matin avec son oncle Matar depuis l'âge de 13 ans. Il était bon à l'école, très bon même. Mais à 16 ans, il a dû arrêter. Il n'y avait pas d'argent pour continuer. Il a appris à réparer les téléphones en regardant un jeune de Ziguinchor le faire. Tout le monde l'aime. Il fait rire, il aide, il partage ce qu'il a. Chaque jour, Ibra se lève avant que le soleil apparaisse. Il fait ses ablutions dans la cour, en silence, pour ne pas réveiller les enfants. Il prend le thé chaud avec son oncle Matar avant de pousser la pirogue dans l'eau. L'eau est froide le matin. Elle sent le sel et la vase de mangrove. Il passe des heures à tirer les filets sous le ciel qui se colore peu à peu. Parfois, la mer est généreuse. Parfois, elle ne donne rien du tout. Le soir, Ibra rentre avec du poisson ou avec les mains vides. Rokhaya prépare toujours quelque chose, même quand le sac de riz est presque vide. Le tiboudienne sent bon dans la cour. Les enfants mangent ensemble autour du grand plat. Après le dîner, Ibra aide les petits avec leurs devoirs à la lueur d'une lampe. Il sourit souvent, mais au fond de lui, il pense à demain. Il pense à l'avenir. Il n'en voit pas encore. Au marché de Kafountine, les nouvelles voyagent vite. On parle des jeunes qui sont partis. On parle de l'Europe. On dit que là-bas, même nettoyer les rues rapporte beaucoup d'argent. On montre des photos sur les téléphones, des maisons propres, des habits neufs, des rues larges et éclairées la nuit. Ces images circulent de main en main comme des billets de banque. Ibra les voit, il dit que ça ne l'intéresse pas. Mais le soir, dans son lit, il y pense quand même. Il pense à ses petits frères qui grandissent. Il pense aux frais d'école qui arrivent chaque année. Il pense au toit de la maison qui commence à fuir quand il pleut fort. Il pense à sa mère qui se réveille à 4 heures du matin pour aller vendre du poisson au marché. Ces images d'Europe reviennent. Elles ne le quittent plus. Un soir de juillet, un jeune homme arrive au village. Il s'appelle Samba. Il est parti il y a 2 ans sans dire au revoir à personne. Il revient avec des habits neufs, un téléphone brillant et des lunettes de soleil sur le nez. Il rit fort et serre tout le monde dans ses bras. Les jeunes l'entourent immédiatement sur la place du village. Samba dit « L'Espagne, c'est possible. La pirogue, c'est 2 jours en mer. Après, tu es libre. » Il dit « Là-bas, j'envoie de l'argent tous les mois à ma mère. » Les yeux des jeunes brillent. Ibra écoute sans parler. Samba sort son téléphone. Il montre des photos. Une chambre propre, une voiture garée devant un immeuble. Ibra rentre chez lui ce soir-là. Il ne mange pas. Il ne parle pas. Il s'allonge sur son matelas et fixe le plafond jusqu'au matin. Ibra commence à chercher des informations en secret. Il parle à un jeune qui connaît un autre jeune qui connaît le passeur. Le passeur s'appelle Gora. Il est connu dans tout le village depuis des années. On dit qu'il organise des départs régulièrement. On dit aussi que certains de ses passages se sont mal terminés. Mais Gora répond toujours la même chose. Ceux qui sont arrivés ne parlent pas beaucoup. Ils envoient de l'argent. Ibra rassemble ses économies. Des années de poissons vendus. Des téléphones réparés le soir sous la lampe. Il cache l'argent sous son matelas, dans un vieux tissu plié. Il fixe une date dans sa tête. Il choisit de ne rien dire à sa mère. Il se dit « Je lui enverrai de l'argent dès que j'arrive là-bas ». Il se dit « Elle comprendra quand elle verra que j'ai réussi ». Il croit que partir pour les siens, c'est déjà les aimer. Rokhaya a les yeux d'une mère. Elle voit tout sans qu'on lui dise rien. Elle remarque qu'Ibra mange peu depuis quelques jours. Elle remarque qu'il parle moins, qu'il regarde la mer différemment. Un soir, elle s'assied à côté de lui dans la cour. Elle dit doucement « Ibra, tu me caches quelque chose ?» Ibra baisse la tête. Il dit « Non, maman, je suis juste fatigué. » Rokhaya dit « La fatigue ne fait pas briller les yeux comme ça. » Elle le regarde longuement, puis elle dit « Si tu penses à la pirogue, dis-le-moi maintenant. » Ibra ne répond pas. Le silence dit tout.
Rokhaya dit « Pour un Samba qui revient, combien sont au fond de l'eau ?» Ibra se lève et sort dans la nuit sans répondre. Il marche seul sur la plage. Les vagues viennent mourir à ses pieds, une par une. Sur la plage, dans le noir, Ibra voit une silhouette assise sur une grosse pierre. C'est le vieux Daouda. Il a 80 ans passés. Il a pêché sur cette mer depuis l'âge de 10 ans. Il regarde l'horizon sans bouger, comme s'il attendait quelque chose qui ne vient pas. Il dit sans se retourner « Tu pars, toi aussi ?» Ibra s'arrête. Il dit « Comment vous savez ?» Le vieux dit « J'ai vu des dizaines de garçons s'asseoir là où tu es debout. » Ibra s'assit à côté de lui sur le sable froid. Le vieux dit « La mer est belle le jour. La nuit, elle ne demande pas ton prénom. » Il parle lentement, avec une voix qui vient de loin. Il dit « Mon propre fils est parti sur cette pirogue il y a 7 ans. Je l'attends encore. » Ibra reste silencieux. Il entend les vagues. Elles lui semblent plus puissantes maintenant. Le vieux Daouda ramasse une poignée de sable mouillé. Il laisse le sable couler lentement entre ses doigts dans l'obscurité. Il dit « Tu vois ce sable ? Chaque grain est un jeune parti de cette plage. » Il dit « Compte ceux qui sont revenus. » Ibra ne répond pas. Il compte dans sa tête les noms qu'il connaît, les disparus. Le vieux dit « Tu répares les téléphones, tu pêches, tu aides ta mère, tu as des mains qui savent travailler. C'est rare, ça. » Ibra dit « Mais ici, les mains qui travaillent restent pauvres. » Le vieux dit « Oui, parce que ces pays a oublié sa jeunesse. C'est une honte. » Il dit « Mais la réponse à cette honte, ce n'est pas de mourir en mer. » Il dit « La réponse, c'est de rester et de construire ce qu'on aurait voulu trouver. » Ibra l'écoute. Quelque chose remue dans sa poitrine. Mais l'argent est déjà chez Gora. Le lendemain matin, Ibra va voir Gora dès l'aube. Il veut récupérer son argent, il veut tout annuler. Gora est assis devant sa maison avec un verre de thé dans la main. Il regarde Ibra arriver et il sourit déjà. Ibra dit « Je ne veux plus partir, rends-moi mon argent. » Gora dit froidement « L'argent est parti, il n'existe plus. » Ibra dit « Quoi ? Comment ça ?» Gora dit « La pirogue part dans 10 jours. Tu pars ou tu perds tout. » Ibra sent sa gorge se serrer. C'était toutes ses économies. Des années de lever tôt, des années de poissons vendus sous le soleil de Casamance, des téléphones réparés le soir à la lampe. Il sort de chez Gora les mains vides et la tête qui tourne. Il s'assied sur un muret dehors. Il regarde ses mains longtemps sans bouger. Ibra rentre chez lui. La cour est animée comme toujours le matin. Le petit Seydou court vers lui et saute dans ses bras. Il dit « Ibra, tu m'as rapporté des bonbons ?» Ibra le serre fort contre lui. Il dit « Pas aujourd'hui, mon petit. » Il regarde sa sœur Mariama qui lave les habits dans la bassine en plastique rouge. Il regarde Ousmane assis par terre qui étudie avec un livre sur les genoux. Il regarde Rokhaya qui pile le mil dans la grande cour. Sa mère frappe le pilon avec régularité. Boum, boum, boum. Ce bruit-là, Ibra l'a entendu toute sa vie. C'est le bruit du travail. C'est le bruit de l'amour d'une mère qui ne s'arrête jamais. Il réalise que si la pirogue le prend, ce bruit s'arrête pour toute la famille. Plus de grands frères, plus d'appui, juste le silence et l'attente. 3 jours avant le départ prévu, une nouvelle secoue tout le village. Une pirogue partie de Dakar il y a 2 semaines n'est jamais arrivée. On dit qu'il y avait 32 personnes à bord, des jeunes pour la plupart. Les gardes-côtes ont trouvé des débris qui flottaient, rien d'autre. Les familles pleurent à Dakar, à Saint-Louis, à Ziguinchor, partout. Le village de Kafountine parle de ça toute la journée sans s'arrêter. Les femmes se rassemblent sous l'arbre de la place. Elles connaissent des familles touchées. Rokhaya pleure en silence dans sa chambre. Ibra l'entend à travers le mur de terre. Il cogne doucement à sa porte. Il entre, il voit ses larmes. Elle ne dit rien. Elle pose juste la main sur la joue de son fils. Ce geste-là pèse plus lourd que tous les discours du monde. Ibra sort de la chambre. Il marche dans la cour sans savoir quoi faire de ses bras. Cette nuit-là, Ibra ne s'allonge pas sur son matelas. Il s'assied dehors sur un tabouret sous les étoiles. Il pense à la pirogue qui n'est pas arrivée. 32 personnes. Il pense à leur mère, à leurs petits frères, à leurs rêves à eux. Il pense à Samba et à son téléphone brillant. Mais il pense aussi à tous ceux dont Samba ne parle jamais, ceux qui ne sont pas revenus, ceux dont les noms ne sortent plus de la bouche de personne. Il pense à son père mort en mer, pas en cherchant l'Europe, en cherchant du poisson pour nourrir sa famille. La mère a déjà pris son père. Est-ce qu'elle va le prendre aussi ? Il dit à voix très basse « Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Les étoiles ne répondent pas. Mais le vent passe sur son visage. C'est comme une main douce posée là.
comme si quelqu'un lui disait « Reste ». Au milieu de la nuit, Ibra entend sa mère se lever. Il voit la lumière s'allumer dans la chambre de Rokhaya. Il se lève en silence et s'approche. Il regarde par l'embrasure de la porte. Sa mère est agenouillée sur son tapis de prière, le visage tourné vers la Mecque. Elle murmure des versets doucement. Elle prie longtemps, très longtemps. Ibra l'écoute sans bouger. Il ne comprend pas tous les mots arabes, mais il comprend le mouvement. Il comprend le tremblement de ses mains ouvertes vers le ciel. Elle prie pour lui. Elle a tout deviné, et elle prie quand même, sans crier, sans menacer, sans supplier. Elle ne le retient pas avec des mots, elle le retient avec Dieu. Ibra s'adosse au mur et glisse lentement jusqu'au sol. Il reste assis là, par terre dans le couloir, jusqu'à l'aube. Il n'a pas pleuré depuis la mort de son père. Cette nuit-là, les larmes reviennent. L'aube se lève sur Kafountine. Le ciel est rouge et orange au-dessus de la mer. Ibra se prépare en silence dans sa chambre. Il met ses habits de rechange dans un petit sac. Il prend le sac, il le pose sur le lit, il le reprend. Il sort dans la rue, il marche vers la plage, les pieds lourds. Les autres jeunes sont déjà là, dans le noir du petit matin. Ils sont 9 en tout. Certains regardent la mer, certains regardent leurs pieds. Gora compte les têtes avec un stylo sur un bout de papier froissé. La pirogue est prête. Le moteur tourne déjà dans le silence. L'eau est calme et noire. Ibra pose un pied dans la pirogue, il sent le bois sous sa chaussure. Il regarde la mer devant lui. Il regarde l'horizon qui commence à rougir. Puis il se retourne et il la voit. Rokhaya est là, debout au bord de la plage, dans son grand boubou blanc. Elle n'a pas pleuré. Elle le regarde juste, les yeux dans les yeux, sans bouger, sans rien dire d'abord. Le moteur de la pirogue tourne. Les autres jeunes s'impatientent. Gora dit « Ibra, on part. Tu montes ou tu perds tout ?» Ibra regarde sa mère. Rokhaya ne bouge pas. Elle ouvre doucement la bouche. Elle dit juste un mot. Ibra. Juste son prénom, rien d'autre. Pas de phrase, pas de supplique, pas de larmes. Ce mot-là, dit comme ça, avec cette voix-là, pèse 1000 kilos. C'est toute une vie dedans, toute une histoire. C'est 12 ans d'un fils élevé seul après la mort du père. C'est le riz chaud chaque soir, même les jours difficiles. C'est les réveils à 4 heures du matin. Ibra retire son pied de la pirogue. Gora crie derrière lui « Tu es fou? Tu perds tout ce que tu as donné ?» Ibra se retourne une dernière fois. Il dit calmement « Je garde ma vie ». Il continue de marcher vers sa mère sans se retourner encore. Rokhaya pose la main sur la poitrine de son fils. Elle sent son cœur battre fort. Elle ferme les yeux. Elle dit à voix très basse « Merci mon Dieu, merci ». Les autres jeunes dans la pirogue regardent Ibra partir. Certains comprennent, certains ne comprennent pas. Certains le regardent avec colère. La pirogue démarre. Elle s'éloigne doucement sur l'eau noire et calme. Ibra et sa mère restent debout sur la plage, côte à côte. Ils regardent la pirogue jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans le rouge de l'aube. Puis ils rentrent à la maison en silence. Pas besoin de parler, tout a déjà été dit. Dans les jours qui suivent, Ibra pense à son argent perdu. Des années de travail, des centaines de matins levés avant le soleil, des poissons vendus un par un sous la chaleur. Cet argent ne reviendra jamais. Gora a disparu du village dès le lendemain du départ. Ibra traverse des moments difficiles, la colère, la honte, la tristesse. Il se dit qu'il aurait dû être plus méfiant. L'oncle Matar lui dit un soir « L'argent perdu, c'est une leçon achetée très chère. » Il dit « Mais tu es encore là pour en tirer la leçon, les autres non. » Ibra reprend la pirogue avec son oncle le lendemain matin. Le travail est le seul remède qu'ils connaissent contre la douleur. Les filets, l'eau froide, le sel, le soleil sur le visage. Il ne parle pas beaucoup ces jours-là, mais il ne s'arrête pas. Il recommence à zéro avec ses mains. Les semaines passent, 1 mois, 2 mois. Les familles des 9 jeunes partis ce matin-là attendent des nouvelles. Les mères appellent sur les téléphones, elles envoient des messages. Silence, toujours le silence de l'autre côté. Personne ne répond. On signale une pirogue en difficulté au large du Maroc, puis plus rien. Le signal s'éteint quelque part sur l'eau. Le village de Kafountine devient triste, comme un ciel de saison des pluies. Les mères ne sortent plus beaucoup de chez elles. Elles attendent à leurs fenêtres, les yeux tournés vers la rue.
Ibra connaissait chacun des 9 jeunes. Il jouait au football avec eux quand ils étaient enfants. Il pense à eux chaque matin en poussant la pirogue dans l'eau. Il pense à ce qui aurait pu être son propre destin. Il ne sait pas si prier suffit dans ces moments-là, mais il prie quand même après chaque sortie en mer. 3 mois après le départ, la nouvelle arrive de manière officielle. La pirogue a chaviré à 2 jours des îles Canaries. Les gardes-côtes espagnols ont retrouvé des corps. Pas tous. Certains ont peut-être survécu. Personne ne sait. Personne ne répond. Le village pleure. Les familles pleurent ensemble dans la grande cour de la mosquée. L'imam fait une prière longue pour les disparus. Ibra est là, assis par terre avec les hommes. Il écoute les versets. Il pense au visage qu'il connaissait. La mère de Boubacar, un des 9 jeunes, s'effondre sur le sol. Les femmes la soutiennent et pleurent avec elle. Ibra sort de la cérémonie et s'assied seul au bord de la mer. Il regarde l'eau longtemps, cette eau qui a tout pris. Il pense à Gora, il pense à Samba et à ses belles photos. Il pense à tous les rêves habillés en mensonges qui circulent encore dans les villages. Ibra ressent quelque chose de nouveau après cette cérémonie. Ce n'est plus la tristesse seulement, c'est une colère calme, une colère propre et froide. Il est en colère contre les passeurs qui vendent des rêves pour de l'argent. Il est en colère contre ceux qui montrent des photos sans jamais montrer les tombes au fond de l'eau. Il est en colère contre un système qui ne donne pas de travail aux jeunes dans leur propre pays. Il est en colère contre un pays qui laisse sa jeunesse prendre la mer pour survivre. Mais il sait que la colère seule ne construit rien du tout. Il rentre chez lui, il prend une feuille de papier et un crayon, il écrit ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti, ce qu'il sait. Il n'a pas fait de grandes études, mais ses mots sont vrais. Il relit ce qu'il a écrit, il plie la feuille soigneusement, il la range au fond de son sac. Cette feuille deviendra autre chose plus tard. L'oncle Matar parle un soir d'une coopérative de pêcheurs à Ziguinchor. Des hommes se sont regroupés pour vendre leurs poissons directement, plus cher. Ils ont un camion frigorifique ensemble, ils livrent jusqu'à Dakar sans passer par les intermédiaires. Ibra écoute, il pose des questions, il prend des notes sur un bout de papier. Il se rend à Ziguinchor un jeudi matin avec son oncle. Il rencontre le responsable de la coopérative, un homme calme nommé Abdou. Abdou lui dit « Nous cherchons des jeunes sérieux pour gérer les stocks et les livraisons ». Il lui parle aussi d'une ONG qui aide les jeunes à créer de petites entreprises locales. Ibra revient à Kafountine différent. Quelque chose a changé dans ses yeux. Ce n'est plus le regard d'un homme qui regarde la mer pour fuir. C'est le regard d'un homme qui regarde sa terre pour y construire quelque chose. Ibra rencontre l'ONG qui s'appelle Avenir Jeunesse. Il l'écoute pendant 1 heure entière dans un petit bureau de Ziguinchor. Il leur parle de la réparation de téléphone. Il leur dit qu'il n'a pas de local fixe, pas d'outils professionnels, pas de capital de départ. Mais il a les mains et il sait s'en servir. Ils lui disent qu'ils peuvent l'aider si son projet est sérieux et bien réfléchi. Ibra rentre chez lui et passe 3 nuits à écrire son plan sur des feuilles. Il dessine le kiosque qu'il veut ouvrir, il calcule les prix des réparations, il fait la liste complète des outils dont il a besoin. Il présente son plan à l'ONG le vendredi suivant. L'agent dit « Tu as bien réfléchi, tu mérites un coup de main ». Ibra obtient un petit prêt sans intérêt pour démarrer son activité. Il achète ses premiers outils professionnels au marché de Ziguinchor avec cet argent. Il revient à Kafountine avec ses outils dans un sac propre. C'est le début, c'est petit, mais c'est à lui. Ibra installe son kiosque sous un grand manguier au dehors du marché de Kafountine. Il pose une petite pancarte faite à la main avec un carton et un feutre noir. Réparation téléphone, Ibra Badji. Le premier jour, personne ne vient. Il attend toute la matinée assis sur un tabouret. L'après-midi, une femme arrive avec un téléphone qui ne s'allume plus du tout. Ibra l'examine avec soin, il le répare en 20 minutes. La femme paye, elle repart contente. Elle parle à ses voisines ce soir-là. Le lendemain, il y a 3 clients, puis 5, puis 10. Le bouche à oreille est le meilleur vendeur qui existe au monde. Ibra commence à rembourser son prêt petit à petit chaque semaine. Il note chaque entrée d'argent, chaque dépense, dans un carnet qu'il garde précieusement. Rokhaya vient voir le kiosque un matin. Elle tourne autour lentement en souriant. Elle dit « Ton père aurait été fier ». Ibra ne répond pas. Il sourit, les yeux brillants. Un soir, un groupe de jeunes du village s'assied autour du kiosque d'Ibra après la fermeture. Ils parlent comme les soirs au village. Ils parlent de l'Europe. Un jeune dit « Si j'avais l'argent,
Je prendrai la pirogue demain matin. » Ibra pose ses outils sur la table. Il regarde le groupe en face. Il dit « Moi aussi j'ai failli partir. J'avais même déjà payé Gora. » Les jeunes se regardent entre eux. Ils ne savaient pas. Ibra dit « Les 9 qui sont partis ce matin-là sur cette plage, je les connaissais tous par leur prénom. » Il dit « Leurs mères attendent encore. Elles attendront toujours. » Silence dans le groupe. Le vent passe entre les branches du manguier. Ibra dit « Je ne dis pas que c'est facile de rester, je ne mens pas, mais je dis que c'est possible. » Il montre son kiosque avec la main. Il dit « C'est petit, mais c'est là, et je suis vivant pour le voir grandir. » Les jeunes repartent sans rien dire, mais ils ont entendu. 6 mois passent. Le kiosque tourne de mieux en mieux chaque semaine. Ibra propose à un jeune du village de l'aider en échange d'une vraie formation gratuite. Le jeune s'appelle Alioune. Il a 19 ans et il apprend vite. Ibra lui montre comment ouvrir un téléphone sans casser l'écran. Il lui montre comment remplacer une batterie usée, comment suder un petit fil cassé, comment identifier une panne sans démonter tout l'appareil. Alioune est appliqué et silencieux. Il pose les bonnes questions, il prend des notes dans un cahier. Ibra lui dit un jour « Ce que je t'apprends, c'est à toi pour toujours. Personne ne peut te voler ce que tu sais faire avec tes mains. » Alioune commence à servir les clients seul les jours où Ibra est à la coopérative de Ziguinchor. Le kiosque ne ferme plus jamais. Il tourne 6 jours sur 7 sans s'arrêter. Ibra écrit ses projets futurs dans son carnet. Il pense à un 2e point à Ziguinchor dans 1 an. Un jour, Ibra retrouve au fond de son sac la feuille pliée qu'il avait écrite après le naufrage. Il la relit en entier. Les mots sont bruts, directs, vrais comme le sel de la mer. Il la réécrit proprement sur de nouvelles feuilles blanches. Il y parle des jeunes de Kafountine qui n'ont pas de travail. Il y parle des passeurs qui vendent des rêves contre de l'argent gagné à la sueur. Il y parle de ce qu'on pourrait faire si les autorités aidaient vraiment la jeunesse de Casamance. Il envoie la lettre par un ami à une radio locale de Ziguinchor. 3 semaines plus tard, le journaliste l'appelle sur son téléphone. Il dit « On veut vous inviter à parler à l'antenne. Votre lettre a touché des gens ici. » Ibra accepte. Il ne se considère pas comme quelqu'un d'important ou de courageux, mais il se dit que si ces mots peuvent éviter une seule pirogue de partir, ça vaut tous les efforts du monde. Il passe à la radio un jeudi matin. Il parle simplement, sans s'enflammer. Il dit ce qu'il a vécu et rien de plus. La radio diffuse l'interview d'Ibra plusieurs fois dans la semaine. Des gens appellent le standard pour réagir. Certains pleurent en écoutant. Des mères de disparus lui envoient des messages de soutien et de reconnaissance. Un directeur d'école de Ziguinchor l'invite à venir parler aux élèves du secondaire. Ibra y va un matin avec son oncle Matar. Il se retrouve debout face à 200 élèves qui le regardent en silence. Il dit « Je ne suis pas un héros, j'ai juste choisi de rester vivant. » Il dit « La vraie question que je me pose chaque jour, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que rester soit vraiment possible pour tous ?» Les élèves l'écoutent, sans bouger. Certains prennent des notes dans leur cahier. Après la séance, un garçon de 16 ans s'approche timidement. Il dit « Mon frère voulait partir la semaine prochaine avec un passeur. Je vais lui parler ce soir. » Ibra pose la main sur son épaule. Il dit « Parle-lui, c'est tout ce qu'on peut faire pour les gens qu'on aime. » En rentrant à Kafountine, Ibra se sent plus léger qu'il ne l'a jamais été depuis longtemps. 1 an après ce matin sur la plage, Kafountine a un peu changé. Le kiosque d'Ibra emploie maintenant 2 jeunes en formation régulière. Alioune a remboursé son propre prêt auprès de l'ONG et commence à économiser pour son avenir. L'ONG Avenir Jeunesse a ouvert un nouveau programme dans le village grâce au bruit qu'a fait la lettre d'Ibra. 6 jeunes de Kafountine ont créé leur propre petit commerce cette année. Un vend de la glace pour conserver le poisson, un autre répare des vélos et des motos. Une jeune femme a ouvert une petite boutique de pagnes et de savon. Ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'argent facile des photos de samba sur les téléphones, mais c'est réel, c'est construit avec les mains, sur cette terre. Les mères des 9 disparus portent encore le deuil dans leurs yeux. Personne n'a oublié les 9, personne ne doit jamais oublier les 9. Mais le village regarde maintenant un peu plus vers demain que vers la mer. Ibra n'est pas riche, il ne vit pas dans une maison avec une voiture devant la porte. Il vit dans la même cour que sa mère et ses frères et sœurs, comme avant. Il mange le riz du soir avec eux chaque nuit. Il entend le pilon de rocailla chaque matin. Mais il a quelque chose que beaucoup d'hommes cherchent très loin sans jamais trouver. Il a la paix et il a sa vie. Quand on lui demande s'il regrette de ne pas être parti, il répond toujours la même chose. Il dit « Je regrette l'argent donné à Gora, je ne regrette pas d'être en vie. » Il dit « Ceux qui sont partis avaient les mêmes rêves que moi. Ils méritaient un avenir ici, sur cette terre. »
Il dit « C'est nous tous qui avons échoué envers eux, pas eux qui ont échoué ». Rokhaya s'assied devant la maison chaque soir quand le soleil descend. Elle attend que son fils rentre du kiosque, mais maintenant, elle sourit en attendant. Quand un pays oublie sa jeunesse, la mer devient sa seule porte. Mais une pirogue sur l'eau n'a pas de retour. L'avenir, lui, a toujours une autre porte. Il suffit de la chercher sur sa propre terre, avec ses propres mains.